Cette capsule de cours est une archive d'un travail qui a été fait au lycée Jean Durand de Castelnaudary dans les années 2010. Ça porte sur la décroissance radioactive et sur l'observation de cette décroissance avec une chambre à brouillard. Alors quelques mots pour commencer sur la radioactivité. Donc tout d'abord, on peut rappeler que ça a été découvert dans les années 1900 par Henri Becquerel. Ensuite, la radioactivité elle-même et de nouveaux atomes radioactifs, comme par exemple le radium, ont été découverts par Pierre et Marie Curie. Les lois qui décrivent la décroissance radioactive et les transformations radioactives sont écrites par Frédéric Soddy. Et un peu plus tard, on a Frédéric et Irène Joliot-Curie qui travaillent sur la radioactivité, cette fois-ci artificielle, provoquée. Alors on va expliquer rapidement ce que c'est que la radioactivité. Ça concerne les noyaux des atomes, et vous savez que les noyaux des atomes sont constitués de deux types de particules, qu'on appelle des neutrons, qui sont neutres du point de vue électrique, et des protons, qui sont chargés électriquement. Ces deux particules sont très proches l'une de l'autre en termes de masse, par contre elles n'ont pas la même charge. Alors les noyaux sont des associations de ces particules, mais il faut bien reconnaître que ces associations font l'objet de forces qui sont extrêmement importantes, notamment de forces de répulsion entre les protons qui sont chargés positivement, et ces forces sont colossales. Il existe des interactions qui permettent de compenser ces forces, mais tout ça est en équilibre relativement fragile. Et notamment, lorsqu'il y a trop de protons, ou lorsqu'il y a trop de neutrons, ou simplement lorsqu'il y a trop des deux, c'est-à-dire trop de nucléons, le noyau devient instable et tend spontanément à se transformer. C'est ça qu'on appelle la radioactivité. Dans le graphique qui est ici, on a en abscisse le numéro atomique Z qui nous donne le nombre de protons, et on a ici N, le nombre de neutrons. Et on voit à peu près ici une zone qu'on appelle la zone de stabilité, qui est ici représentée en rouge, où les noyaux sont stables. Tous les autres noyaux sont instables. Alors pourquoi ils sont instables? Soit parce qu'ils ont trop de neutrons. Alors comment est-ce qu'ils vont réagir? Lorsqu'ils ont trop de neutrons, on a ici un neutron qui va se transformer en proton. Mais comme au départ c'était neutre et qu'il forme une particule chargée positive, pour retrouver la neutralité à la fin de la transformation, il émet une petite particule qui est chargée, qui emmène cette charge négative, et cette particule, c'est un électron. C'est l'exemple de la transformation qu'on a pour le césium 137, qui va former de l'azote 137 en libérant un électron. Ça, c'est ce qu'on appelle la transformation de type β-. Inversement, lorsqu'on est dans cette zone-là, on a trop de protons par rapport au nombre de neutrons. La solution qui est apportée, c'est que un proton va se transformer en un neutron. En même temps, il va se libérer de sa charge positive dans une petite particule, qui est de l'antimatière d'électrons. Ça a la même masse, mais ça a la charge opposée, qu'on appelle un positon. C'est ce qui se passe par exemple pour l'oxygène 14, qui se transforme de façon radioactive en azote 14 en libérant un positon. Ça, c'est la transformation de type β+. Enfin, lorsque le noyau est trop gros, il a tendance à perdre des particules beaucoup plus grosses que celles qu'on a vues précédemment. Il tend à perdre des noyaux d'hélium qui sont constitués de 4 nucléons, 2 protons et 2 neutrons. C'est par exemple ce qui se passe ici dans le cas de l'uranium 238 qui se désintègre en thorium 234 et en noyau d'hélium. Ça, c'est la radioactivité de type alpha. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de notre chambre à brouillard? Donc, on a la marque qu'elle a. C'est un dispositif qui est constitué d'un petit cylindre en plexiglas. En haut, on a un couvercle avec un tampon sur lequel on va pouvoir mettre un mélange d'eau et d'alcool. Et on va mettre ce tampon à la surface, on va fermer le cylindre avec ce tampon, et l'intérieur du cylindre va se remplir de vapeur, et progressivement va se saturer en vapeur d'alcool. À la base, ici, on a un dispositif qu'on appelle une cellule Peltier, qui va permettre de refroidir la partie qui se trouve là à peu près moins 30 degrés. Pour ça, il faut l'alimenter avec un courant relativement important, 8 ampères. On va se retrouver donc avec des vapeurs à l'intérieur de ce cylindre, et à la base de ce cylindre, on a une surface qui est très très froide.
ces vapeurs, elles vont avoir tendance à se condenser. Alors effectivement, elles vont se condenser à la surface du petit cylindre, mais en même temps qu'elles se condensent, avant de se condenser, elles vont former un petit brouillard très léger qui va se trouver sur quelques millimètres à la surface, qui est constitué de toutes petites gouttelettes d'alcool qui s'est liquéfié avant de se déposer sur la surface. Eh bien, lorsque des particules chargées vont venir traverser ce brouillard, elles vont le déstabiliser et elles vont provoquer une marque, une trace qui va apparaître. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut voir dans cette chambre à brouillard. Naturellement, il y a des particules qui se promènent dans notre environnement, et ces particules qui vont rencontrer le brouillard vont provoquer des traces relativement visibles, qui peuvent être des traces épaisses et fort rectilignes, ou des traces beaucoup plus diffuses qui ne sont plus du tout rectilignes. Lorsque on voit des traces rectilignes et épaisses, il s'agit de particules de type alpha. Ces particules, elles sont énergétiques, elles vont laisser une trace qui est très très nette. Inversement, lorsqu'on a des traces qui sont un peu plus diffuses, qui sont pas rectilignes, il s'agit ici de radioactivité de type β-, ce sont des électrons qui sont produits. On aurait le même résultat avec des positons, mais il y en a très peu naturellement dans notre environnement. Qu'est-ce qu'on appelle la décroissance radioactive? Eh bien, lorsqu'on a des noyaux qui ne sont pas stables, ils vont se désintégrer de façon radioactive. Ils vont pas le faire tous en même temps, ça va être progressif au cours du temps. La désintégration est un phénomène spontané qui est inéluctable, incontrôlable, et donc parfaitement aléatoire. Alors, le fait que ce soit aléatoire, ça se traduit par des nombres, des grandeurs. Il y en a deux, qui sont à peu près équivalentes, qui décrivent à peu près la même chose. L'un, c'est la constante radioactive. C'est la probabilité de désintégration par unité de temps. Et cette désintégration, elle est constante. Quel que soit l'âge de l'atome, la probabilité qu'il se désintègre par unité de temps est toujours la même. Bien sûr, certains vont avoir une constante radioactive qui est très faible, par exemple l'uranium-238, et certains vont avoir une constante radioactive qui sera plus élevée. Et bien ici, par exemple, l'iode-131 va se désintégrer beaucoup plus vite que l'uranium-238. Il y a une autre grandeur qui est associée qu'on appelle la demi-vie radioactive. Et cette demi-vie radioactive exprime la durée qui est nécessaire pour que la moitié de la population se soit désintégrée. En réalité, ces deux grandeurs sont très proches l'une de l'autre et on peut passer de la constante radioactive à la demi-vie radioactive très facilement. Et on peut représenter avec ces deux outils la façon dont la décroissance va être observée. Ça, c'est une population initiale de noyaux. Au bout de T1,5, elle a été divisée par 2. Au bout de 2 T1,5, elle a été divisée par, à nouveau par 2, etc. Sur cette courbe, eh bien, on a une autre façon de représenter la radioactivité. Ici, c'était avec la demi-vie radioactive. Ici, c'est avec la constante radioactive. C'est une formule un peu plus mathématique qui nous dit que la population à une date t donnée, elle est égale à la population initiale exponentielle moins lambda t. Et on retrouve la même courbe que tout à l'heure. La rapidité avec laquelle la décroissance va se faire dépend bien sûr de lambda et de T1,5. Plus T1,5 est petit, plus cette décroissance elle va se faire rapidement. Inversement, plus la probabilité lambda est grande, plus cette décroissance va se faire rapidement. Pour observer la décroissance, on va utiliser de la taurine, c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement et qui contient des atomes de thorium, notamment l'isotope 232. Eh bien, ce thorium 232 est radioactif, et il peut se transformer de façon alpha pour former du radium 228, qui, avec une transformation β-, forme de l'actinium 228. Alors on peut remarquer qu'on a ici les demi-vies radioactives. Eh bien ces demi-vies, elles sont très très longues pour le thorium, c'est-à-dire que l'activité d'un échantillon de taurine n'est pas très importante, c'est donc pas très dangereux en soi à manipuler. Néanmoins, on peut quand même faire bien attention, porter un masque à poussière et des gants. Alors regardons un petit peu ce qui arrive à notre thorium, qui se désintègre
de façon successive pour donner de l'actinium, du thorium, du radium, du radon, du polonium, du plomb et au final du plomb 208 qui est stable. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle une famille radioactive. C'est la famille radioactive du thorium 232. Dans cette famille, tous les éléments qui sont là sont à température et à pression ordinaire sous forme solide, sauf un, qui est le radon, qui est un gaz rare, qui est un gaz monoatomique. Donc tout ça, c'est des solides, sauf le radon, qui est monoatomique. Ce radon monoatomique, il a une demi-vie radioactive de 50,6 secondes, 55,6 secondes, c'est-à-dire qu'à peu près toutes les 56 secondes, la population est divisée par 2. On peut remarquer que son noyau fils, qui est le polonium 216, il a une demi-vie qui est très très courte. Ça veut dire que pour ce polonium, la décroissance, elle va être très rapide, beaucoup plus rapide que celle du radon. Comment est-ce qu'on va mettre le radon dans notre chambre à brouillard? C'est assez simple. On va préparer une seringue dans laquelle on va mettre un petit tampon de coton et on va déposer un petit peu de taurine à l'intérieur de la seringue. La taurine va libérer quelques atomes de radon qui vont venir remplir cette seringue et on va expulser le gaz radon à l'intérieur du cylindre. Et on va pouvoir observer sa décroissance. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Eh bien, une première décroissance qui est liée au radon, qui est une décroissance de type alpha, une radioactivité de type alpha, suivie très rapidement de la désintégration alpha de son noyau fils. C'est-à-dire qu'on devrait avoir, dans un premier temps, une désintégration de type alpha, donc un trait rectiligne et assez intense, tout de suite suivie d'une désintégration à nouveau de type alpha. Donc on devrait avoir des traces en forme de V dans notre enregistrement. C'est d'ailleurs ce qu'on avait pu regarder ici. Voilà la désintégration d'un noyau de radon. Alors on va regarder une vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Dans cette vidéo, on a une image toutes les 10 secondes. Et on peut voir effectivement les images en forme de V qui sont caractéristiques de la désintégration du radon. Et on voit qu'il y a quelque chose d'aléatoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas une désintégration où on a 10, puis 9, puis 8, puis 7, c'est aléatoire. On voit aussi qu'on peut compter sur ces images le nombre de désintégrations. On peut voir qu'il n'y a pas un nombre de désintégrations qui est très important, donc l'aspect aléatoire ici joue beaucoup. Mais on voit assez nettement qu'au fur et à mesure que le temps passe, donc une image toutes les 10 secondes, eh bien on peut voir au fur et à mesure que le temps passe que le nombre de désintégrations diminue, se raréfie. C'est normal, la population d'atomes de radon qui est dans le cylindre diminue au fur et à mesure qu'il se désintègre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces résultats? Eh bien on peut, image par image, relever le nombre de désintégrations. Et sachant qu'on a une image toutes les 10 secondes, on va pouvoir ici regarder comment évolue le nombre de désintégrations, qui est proportionnel à la population de noyaux, regarder comment ça évolue au cours du temps. On voit bien qu'il y a un aspect aléatoire qui est important, parce que la population n'était pas très importante au départ. Néanmoins, si on considère qu'au départ on a une population d'à peu près 25, et si on applique la loi de décroissance en exponentielle moins lambda t, eh bien on s'aperçoit que cette courbe théorique se superpose quand même assez bien à la désintégration de notre population de noyaux de radon 220. On peut même ajuster un petit peu en disant qu'en fait, eh bien ça tend pas vers 0, mais ça tend vers un espèce de bruit de fond qu'on peut estimer, et dans ce cas-là, on a encore une meilleure adéquation entre la décroissance et les observations qu'on a pu faire. Voilà comment, avec une chambre à brouillard, on peut voir la décroissance radioactive. Merci de votre attention. Allez, en bonus, quelques images de plus.